c'est comme ça qu'on a fait nos armes, c'est comme ça qu'on a compris comment fonctionnaient les travaux, c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers locataires aussi et s'être rodé. Donc, commencer par des studios, c'était plutôt un bon apprentissage. Nous, la manière dont on conçoit la colocation, c'est vraiment un lieu où on vit avec les autres. Donc, c'est pas chacun dans sa chambre. Je reprends 170 d'achats, 20 000 de frais notaires, t'arrives à 200, 100 000 de travaux, 300 et les 15 000 de mobilier, 315, tu vois. Et pour 315 000, t'as un bien qui peut te générer peut-être... alors aujourd'hui, les taux sont plus élevés, donc faut réviser le truc, mais entre 300 et 500, tu vois. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. La colocation a souvent été vue comme une source importante de cash flow, un Eldorado pour les investisseurs en quête de rendement. Face à la hausse de la concurrence et la hausse des taux, beaucoup d'investisseurs en sont revenus néanmoins, changeant le mode d'exploitation de leur colocation ou bien arbitrant les biens exploités en coloc. La colocation est-elle une mode passée ou une solide niche réservée aux plus résilients et organisés d'entre nous ? Y a-t-il encore une voie vers la rentabilité pour ce type de projet ? C'est ce qu'on va voir avec Liliane et Xavier Deloup, couple d'investisseurs et d'entrepreneurs spécialisés dans la colocation dans le secteur de Lille. Ils détiennent et gèrent directement 11 colocations qui tournent à plein et proposent désormais des projets d'investissement clés en main aux investisseurs qui souhaitent se positionner. Au cours de la conversation, on verra comment évolue la demande pour ce mode de logement partagé, co-living, colocation, les tendances de fond qui l'attirent. Comment se démarquer face à la poussée des offres depuis plusieurs années ? Dans quelle mesure la hausse des taux a réprimé toute velléité de générer du cash flow sur ce type de projet ? Quelles sont les spécificités d'un projet de colocation ? Les astuces à suivre pour se lancer efficacement, de la recherche du bien à la gestion locative en passant par la recherche de financement, la sélection des candidats ? Un épisode frais comme l'été avec un couple d'entrepreneurs de l'immobilier enthousiastes sur ce segment en dépit d'un contexte quelque peu morose dans l'immobilier en ce moment. Avant de démarrer notre conversation, un mot de remerciement pour ces personnes qui nous aident à faire connaître le podcast au travers d'avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et de com sympas sur LinkedIn. Un grand merci à Christine pour les commentaires encourageants sur Spotify cette semaine. Allez, on part faire la connaissance de notre couple d'investisseurs du jour, Liliane et Xavier. C'est parti. Salut Xavier, salut Liliane, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Salut Paco. Très content d'être là. Bah ouais, moi aussi, très content. Et en fait, l'idée c'était de faire un peu un épisode avec vous en mode parcours, suivi de parcours d'investisseurs et d'entrepreneurs aussi sur le marché de l'immobilier, sur une niche en particulier la colocation dans le marché de l'immobilier. Donc je pensais que c'était intéressant de faire un petit focus là-dessus. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter aux personnes qui vous écoutent ? Eh ben, Allez, j'y vais. Eh ben écoute, Paco, très content d'être là. Comme tu l'as dit, on a un parcours nous d'investisseurs au démarrage. On était salariés jusqu'à il y a encore peu de temps. Et après avoir bossé une petite quinzaine d'années dans des entreprises, on investissait en parallèle de nos jobs. D'abord à Paris et puis ensuite à Lille où on est parti vivre. Et on a commencé par faire des investissements locatifs en meublé. Loueur meublé non professionnel, et puis de fil en aiguille on a développé les achats pour faire de la coloc, et ça s'est plutôt bien passé à Lille et sa proche banlieue. Et puis on a décidé du coup après quelques temps de se lancer dans l'entrepreneuriat en devenant marchand, et on a essayé de proposer à nos clients ce qu'on faisait pour nous historiquement, c'est-à-dire acheter des biens, les rénover, les meubler, les louer, et proposer un rendement à nos clients investisseurs, où ils n'ont plus qu'à exploiter le bien qui tourne déjà. Et donc ça fait 2 ans qu'on fait ça, et puis on imagine un peu graviter toujours autour de l'immobilier pour développer d'autres activités connexes, mais en quelques mots, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu racontais que vous étiez salarié à la base, vous étiez dans quel domaine d'activité, et puis comment en fait ce premier contact avec l'immobilier s'est fait, si on peut juste avoir un peu au niveau du background. Ouais. Moi j'étais, on va dire, en gestion de projet dans les différentes sociétés dans lesquelles je travaillais, et dans différents secteurs d'activité, mais pas du tout dans l'immobilier. Et l'investissement locatif, c'est arrivé au début de notre
Oui, de notre activité professionnelle pratiquement. Ouais, c'est assez tôt. Ouais. Et parce que dans la famille aussi, on avait des personnes qui avaient qui avaient fait de l'investissement locatif. Donc du coup, on s'était dit qu'on allait tester aussi. On a démarré comme ça avec des studios sur Paris. Ouais. Et moi, mon background, plutôt conseil en stratégie ou conseil en management pendant plusieurs années. Donc ça, c'est le background. Donc on avait la chance d'avoir plutôt des bons salaires qui nous permettaient de mettre de côté un petit peu chaque année. Et puis on a connu la période faste du 110%. Donc même si au début on n'avait pas toutes les clés, on mettait de côté, on empruntait donc le prix du bien plus les frais de notaire et on payait à notre charge les travaux. Au début, on savait même pas qu'on pouvait emprunter pour les travaux. On connaissait pas le différé, on connaissait pas tout ça. On connaissait pas tout ça. Donc on mettait un petit peu de côté pour payer les travaux des appartes. Et effectivement, comme dit Hélène, moi c'est mon père qui avait investi en immobilier il y a quelques années. Et donc moi j'ai le souvenir d'avoir désencombré des caves d'appartements qu'il achetait à Paris quand j'étais plus jeune et le voir gérer des problèmes de chasse d'eau de loin. Mais donc j'ai même pas vraiment réfléchi quand j'ai commencé à bosser pour commencer à mettre un petit peu de côté dans l'immobilier. C'était assez naturel, mais sans vraiment réfléchir à un plan long terme, tu vois. Mais alors si je comprends bien, dans vos deux parcours, vous avez commencé l'immobilier à Paris, quoi, dans Paris même en fait. Oui. Ouais. D'accord. Avec des studios. Hein. Ouais. Alors, ouais, puis c'était donc c'était cher. Ouais. On achetait des studios qui faisaient entre 18 et 22. Tu vois, le max qu'on pouvait en termes de trésor par bien, c'était 22 mètres carrés. Et c'était l'époque où, je sais pas, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc on allait, à l'heure du déj, on faisait des visites, soit c'était Liliane, soit c'était moi, j'avais un scooter, on regardait les annonces, en marge du taf, et le soir, on allait voir les trucs. Liliane, des fois, elle visitait pour moi, c'est elle qui visitait le bien, et puis elle me faisait un débrief après, et puis c'est moi qui faisais le compromis. On était assez réactifs, on a pas mal travaillé en binôme à Paris, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais entendre un peu. Concrètement, en étant salarié et investisseur, c'est vrai que c'est rythmé, quoi, hein, quand même. Ah oui, en fait, tous les temps de pause, on appelait des agences pour faire la visite tout de suite. Il fallait être réactif, surtout à Paris à cette époque-là. Les biens, ils partaient, mais comme des petits pains. Donc, on faisait déjà tous nos calculs avant et on savait si on allait se positionner ou pas au prix, si le bien pouvait correspondre à nos critères. Et on négociait rien à l'époque, hein. C'était vraiment, tu sais, t'avais l'appartement qui était mis en vente. Il fallait être le premier à le visiter ou dans les tout premiers et à faire une offre tout de suite. Donc nous, on a connu ça à Paris. Mais c'est sympa quand on y repense là. Le marché change un petit peu, mais c'était. C'est comme ça qu'on a fait nos armes, c'est comme ça qu'on a compris comment fonctionnaient les travaux, c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers locataires aussi et s'être rodé. Commencer par des studios, c'était plutôt un bon apprentissage. Vous faisiez tout du coup, travaux, mise en location, gestion, quoi. Ouais. Oui. Okay. On n'a jamais délégué la gestion de nos biens parce que d'une part, je pense qu'on aime bien ça. Oui. On aime bien également participer à la rénovation du parc immobilier. En vrai, quand on se couche le soir, pour moi, je suis content de me dire, tiens, le logement qu'on a refait, il améliore le parc. Et puis on aime bien la relation avec nos locataires aussi. On en parle. Peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu. C'est important pour nous. Et alors la construction du patrimoine et puis surtout la migration vers la colocation, j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu comment ça s'est fait. Et bien là, c'était ça s'est fait parce que Xavier a eu une opportunité professionnelle dans le nord de la France. Donc du coup, on a déménagé à Lille. Et en déménageant à Lille, on a regardé aussi le marché immobilier à Lille parce qu'on connaissait pas forcément bien ce marché-là. Et en fait, avec les montants que nous on empruntait à l'époque, on pouvait avoir un appartement plus grand que ce qu'on avait à Paris pour faire de l'investissement avec plus de chambres. Donc du coup, on a commencé à s'intéresser à la colocation. Et c'est en fait en arrivant à Lille qu'on a commencé la colocation. Donc ça fait pas si longtemps que ça va faire 4 ans maintenant qu'on fait de la colocation. Et ensuite, on a fait des choix. On a revendu la plupart de nos biens sur Paris pour les réinvestir en fait sur Lille.
Et c'est comme ça qu'on a démarré la colocation. Parce que les petites surfaces comme vous faisiez à Paris, même si vous pourriez en acheter, tu vois, genre 2, 3 au prix d'un sur Paris, mais c'était le marché en lui-même à Lille qui se prêtait plus à la coloc, c'est ça qui vous a fait un peu aller dedans? Le marché se prêtait plus à la coloc. Après, on a un regard d'investisseur aussi, hein. Donc sur Paris, sont des biens où on a du cash flow négatif tous les mois, où on sortait 200 € de notre poche tous les mois. Sur de la colocation, on peut être à l'équilibre, voire en cash flow positif. Donc du coup, il y avait ça aussi qui rentre en jeu. Ouais, je comprends. Et ça s'est fait progressivement parce que quand on est arrivé à Lille, on connaissait pas du tout le marché, alors qu'à Paris, on était parisien historiquement, donc on savait où regarder. Nous, notre zone de Gironde, c'était plutôt les 18e. Le nord de Paris. Ouais, le nord de Paris, 18e, 11e. Et donc, quand on est arrivé, on connaissait pas du tout. Donc, on s'est fait aider par des chasseurs IMO qui nous ont pas mal éduqués sur le marché. Donc, nous, on était vraiment, tu vois, les choses se sont fait petit à petit, pas à pas, sans fast track du tout. Donc, on a commencé par des petites colocations, tu vois, de 3 ou 4 personnes. C'était quelle année ça, du coup? 2015, non? Tu dis il y a 4 ans, donc oui, 2017, 2018. Ouais, en fait, on est arrivé à Lille en 2019. Tout début 2019. D'accord. Et on a commencé à investir à Lille tout début 2019. Et après, ça allait assez vite. Ouais. On a décidé de revendre pas mal de trucs. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu parles un peu d'entrepreneuriat. L'investissement locatif se passait bien. Et on a fait le choix de revendre notre résidence principale pour continuer à investir aussi. Donc vous avez fait tapis sur cette stratégie, quoi. Ouais. on arbitre les biens locatifs, on vend de la RP. Ouais, on a été assez radicaux. Et puis maintenant, on commence un petit peu connu dans la famille et tout ça pour être des fous furieux de la coloc. Mais ça nous va bien comme image. Ça nous va bien. Ouais, parce que on va en parler. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que 2019, vous arrivez, et de parler du marché. 2019, vous arrivez déjà sur un marché à Lille qui, de mémoire, c'était déjà quand même pas mal investi déjà dans la coloc. Vous étiez pas les premiers, typiquement, clairement. Non, on n'est pas du tout les premiers. Déjà, comment le niveau de la concurrence a évolué et si ça vous a pas fait peur, du coup? Ouais. En fait, au début, on connaissait pas trop. On a vu des acteurs qui sont assez implantés dans le Nord. Effectivement, t'as peut-être entendu parler de Colocataire, qui est une boîte qui a marché très fort maintenant, qui se développe un peu partout en France et surtout depuis le Nord. Donc Reims, je crois, et Rouen, ils sont assez présents aussi. Effectivement, c'est très très étudiant. Donc il y a plein de particuliers aussi qui proposent des biens. Mais quand on échangeait avec les gens autour de nous, les chasseurs qu'on a pu solliciter, on a vu qu'il y avait quand même un peu de place pour quelque chose qui est moins standardisé que ce qu'on pouvait voir et un peu plus quali. Et donc nous, on a essayé de se mettre, on va dire, on est sur de la colocation haut de gamme, on va dire, c'est pas du co-living. On n'a pas autant de services que eux peuvent proposer, mais on essaie d'avoir quelque chose de super sympa. On fait vachement attention aux espaces communs. On essaye de faire attention qu'il y ait tout le temps des extérieurs, des buanderies. Donc on privilégie vraiment une maison souvent ou des biens où on vient pas mettre des chambres pour mettre des chambres, mais vraiment où on imagine un endroit où les gens vont être bien pour vivre ensemble. Et si on se dit là on peut mettre des chambres mais le salon il sera tout petit, on n'ira pas, tu vois. Ça c'est important pour nous et je pense que ça se ressent du coup dans les retours qu'on a de nos locataires. Mais la concurrence, pour revenir à ta question initiale, donc historiquement colocataire très présent. Maintenant quelques autres acteurs, il y a Ivy Nest, Colonize aussi qui a quelques co-living, pas trop, mais pas mal de colocations aussi. Mais le marché quand même tellement important quand même, il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent à se loger. Et l'offre, on va dire classique de studio, elle est pas forcément là, et même les offres du Crous, tu vois, sont assez peu qualitatifs. On a des locataires qui étaient avant dans des Crous qui payaient environ 400 € et qui étaient super mécontents. Donc quand on propose un logement vachement mieux, il y a de la demande en face assez facilement, quoi. Et puis la région du Nord, elle est assez dynamique quand même. Il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des jeunes actifs parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi situées à Lille et aux alentours. Ouais, donc vous tablez un peu sur ces deux types de clientèle.
Si je comprends bien aussi, ce qui vous préserve, en tout cas, c'est aussi le volume de la demande sur Lille, qui a peut-être pas partout en France, mais en tout cas à Lille, vous avez ressenti ça. Et un positionnement aussi entre le Crous et colocataire, voire le co-living. Ouais. Alors entre Crous et colonisme, je préférais plutôt être sur un poids plutôt vers colonisme que vers le Crous, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais parce que c'est intéressant de dire ça aussi, parce que quand tu parles de haut de gamme et positionnement haut de gamme, c'est vrai que moi j'entendais beaucoup enfin, c'était un peu là où il faut aller. Et même moi, j'ai quelques colocs sur Amiens, et c'est aussi le positionnement sur lequel je me situais, d'être haut de gamme pour aller chercher justement pour se différencier d'un marché qui, à l'époque, quand j'ai commencé, c'est vrai que toutes les colocs dans cette ville étaient dégueulasses, quoi. Donc il y avait facilement possibilité de se démarquer, et aujourd'hui c'est franchement même plus le cas, même avec des acteurs privés, hein. Je parle pas des colocataires ou colonistes, mais même des investisseurs privés ou particuliers. Ont compris, tu vois, le marché là, il a évolué, tu vois, et c'est là où c'est intéressant de voir si la concurrence elle devient pas trop exacerbée, tu vois, pour ce type de modèle aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Pour l'instant, je sais pas trop te répondre. Je sais que quand on a des locataires ou même des parents qui nous sollicitent, ils voient quand même le marché lillois qui est plus mature que Toulouse, c'est ça, récemment. Récemment. Aix-en-Provence, on avait une dame qui nous a appelé en nous disant, voilà, je cherche une chambre, etc. On lui a montré ce qu'on avait proposé. Et elle a halluciné par rapport aux prestations, pas forcément de chez nous, mais qu'on pouvait retrouver à Lille par rapport à Aix, tu vois. Donc il y a des marchés qui sont, je pense, très différents en termes de maturité sur ce que l'offre. Mais c'est vrai que ça commence à être assez quali, ce qui est proposé de manière, on va dire, standard, quoi. C'est vrai. Et est-ce que vous sentez, vous, dans la demande, que, parce que tu parlais du co-living, etc., le marché lui-même, est-ce que vous avez des indicateurs aussi vers quoi les modes d'habitation, tu vois? On entendait beaucoup parler du co-living, etc., et puis peut-être un peu moins maintenant, ou de la colocation. Vers quoi vous pensez que les gens veulent habiter aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'il y a toujours une croissance, vous voyez, au niveau tout simplement de gens qui passent de l'appartement vers la colocation, vers du logement partagé? Ou est-ce que pas autant que ça, finalement? Ce que je vois, c'est que le co-living, je pense qu'il y a un marché, mais que dans les très grandes villes, parce que les biens sont quand même plutôt super premium. En général, c'est des très beaux biens qui vont du coup avec des prix d'acquisition élevés. Il y a plein de services dedans. Le ménage très régulièrement, c'est très très léché. Donc les prix sont élevés, et pour une catégorie d'étudiants, c'est pas la cible. Du coup, c'est que des jeunes actifs, et les jeunes actifs, on les retrouvera, je pense, plutôt dans les très grandes villes que dans des villes un peu plus secondaires. Donc j'aurais tendance à dire que co-living, oui, mais pas partout. Colocation, je pense que pour une cible d'étudiants et de très jeunes actifs, ça peut fonctionner. On voit que les écoles, elles morcellent de plus en plus, tu sais, les parcours. Ah tiens, tu dois faire un stage de 6 mois. Ah bah tiens, toi, tu as un échange de 4 mois. Donc pour ces cursus-là, il faut bien trouver du logement temporaire. Un Airbnb, ça va pas fonctionner. Donc la coloc, pour les étudiants, du fait de la structure de leur parcours, est une bonne réponse. Et après, je pense que peut-être que dans des grandes villes secondaires, on pourra retrouver peut-être des logements de colocation ou de co-living, mais tu sais, thématiques pour les femmes, pour des femmes avec des enfants, pour des familles qui déménagent, les plus seniors. Les seniors. Peut-être que ça va se développer, mais je sais pas dans quelle proportion, mais je vois plus le marché aller vers des petites niches comme ça, pas très nombreuses dans certaines villes, mais la colocation, je pense que c'est quelque chose qui va encore se développer. Non, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je pense que dans la tendance et dans la manière de vivre des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité en fait. Et du coup, ils n'ont pas forcément envie d'être seuls en arrivant dans une nouvelle ville. Et c'est vrai que nous, les colocataires qu'on a, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs, ils recherchent une ambiance, une maison où on peut rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est, je pense que aujourd'hui, c'est un peu la tendance quand même de pouvoir, de bouger, de voir d'autres personnes. Ils le font déjà en Erasmus quand ils voyagent. Donc, je pense que c'est plutôt le mode de vie d'aujourd'hui aussi. Ouais, je pense que c'est une tendance structurelle qui est pas prête de changer. Oui. Quoi. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui
temporairement ont besoin d'un logement où ils sont peut-être pas tout seuls aussi. On a déjà eu des cas de personnes qui nous ont appelés, mais qui sont pas dans nos profils de locataires, mais des personnes qui par exemple divorcent, en rupture et qui veulent pas rester seules en fait. Donc qui recherchent aussi de la colocation avec des personnes de leur âge pour rencontrer d'autres personnes et voir autre chose quoi. Ok. Les gens qui veulent se lancer dans la colocation, qui étaient par exemple sur la location longue durée par exemple, vers quoi vous les... Enfin, quelles sont pour vous les spécificités qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans de la colocation, tu vois, sur toutes les étapes de la recherche du bien, mise en location, gestion, c'est quoi les principales choses que vous pourrez conseiller à ces gens-là? Sur la recherche de bien, moi je dirais déjà c'est comme tout type de bien, hein, c'est l'emplacement déjà. Il faut qu'on soit proche des transports et des commerces, parce que le profil justement de personnes qu'on a, en tout cas nous dans notre cas, c'est étudiants et jeunes actifs. Donc du coup, il faut que ça soit facile pour eux pour se déplacer et pour faire leurs courses au quotidien. Mais c'est pas le cliché non plus d'avoir un truc super bien placé en méga centre-ville, tu vois. Si c'est proche des transports et que le bien est sympa et qu'on peut facilement accéder à des centres d'intérêt, y a pas de problème quoi. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir tous les restos autour ou tous les bars ou les choses comme ça. On peut être un peu plus éloigné et du coup, ils sont dans un environnement plus résidentiel, mais ils vont pouvoir se déplacer dans des lieux où ils pourront sortir. 15-20 minutes, la tolérance, tu penses, en transport dans des villes moyennes comme ça? Plus court. Je pense qu'il faut être à 15 minutes du centre, tu vois, en transport. Au-dessus, je pense que ça commence à faire un peu loin. Oui, sinon il faut plutôt des profils qui ont la voiture du coup. Ouais. Ensuite, des maisons ou des appartements qui ont un bel espace de vie en commun. Ça, c'est important parce que, en tout cas, nous, la manière dont on conçoit la colocation, c'est vraiment un lieu où on vit avec les autres. Donc, c'est pas chacun dans sa chambre. Donc, du coup, les espaces communs sont vraiment importants et c'est là où il faut faire vraiment attention à ce qu'il y a assez de place pour la salle à manger, la cuisine, le salon, pour qu'ils puissent passer du temps ensemble aussi. Ça, c'est vraiment important. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est super important que y ait une vraie plus-value à aller dans une coloc pour le bien en tant que tel, plutôt que simplement pour le prix. Tu vois, si je vais pas dans un studio, et si je vais dans une coloc, il faut que je retrouve des choses que j'aurais pas dans un studio en étant tout seul. Donc, en général, des plus grands espaces de vie, une terrasse, un parking, des espaces de stockage. Ça, c'est vraiment important pour faire la différence par rapport à un studio. Tu vois, finalement, à prix un peu équivalent, il faut que les espaces de vie, parce que c'est comme ça qu'on imagine les biens, les gens vont vivre ensemble. Il faut que les espaces de vie, du coup, soient canons. Ça, c'est important. Ouais, donc on idéalement qu'il n'y ait pas trop de mitoyenneté, parce que si tu as des voisins, c'est jamais idéal les petites copros. Et après, je pense que si jamais les gens cherchent, il faut des espaces de stockage. Tu vois, parce que tout ce qui est valise, vélo, objets encombrants, etc. Les gens ils viennent avec tout ça, donc on peut pas dire il faut juste une chambre et tu mets tout dans ta chambre. Il faut des espaces un peu tiers. Donc, idéalement une cave, un garage, c'est le mieux. Ça devient le must finalement, pas juste le truc en plus, mais le truc essentiel quoi pour vous. Ouais. Sinon après si ils commencent à mettre des valises dans les salons et tout ça, c'est pas possible ça. Donc il faut vraiment faire attention à ces espaces tiers. Et ensuite les autres choses auxquelles faire attention. Ça c'est sur les biens en tant que tel, donc pas très très compliqué. Emplacement, super espace commun. Et après sur les maisons peut-être versus appartements, tu vois, si vous avez une idée là-dessus. Ou... Alors, nous on a de la chance ici, on peut faire. Il y a du choix sur les maisons. Après, j'imagine ça dépend des villes. On n'a peut-être pas tous le même profil de maisons ou appartements dans les différentes villes, mais nous ici dans le Nord, on va plutôt privilégier les maisons. L'appartement, ça peut être. Déjà, il faut que il y a un règlement de copropriété. Il y a plein d'autres choses en fait environnants qui font que ça peut être un peu plus compliqué d'être en appartement. On a déjà assisté à des assemblées générales où le sujet du jour, c'était effectivement par les propriétaires en place
bon alors les colocs, est-ce qu'on autorise, on n'autorise pas Bon, il y a des jurisprudences qui font que c'est compliqué de demander à un propriétaire de ne pas avoir la main sur la jouissance de son bien, mais ça peut embêter le voisinage. Donc, comme on sait que c'est un sujet, alors on peut le faire nous dans certaines fois, mais on va plutôt privilégier la monopropriété dans les maisons, tu vois, si on a le choix. Ouais, ok. Et pareil en termes d'espace, sur une minimum de 3 chambres, une coloc de 3, 60-70 mètres carrés, vous diriez, sur la typologie. Ouais, 70 c'est bien. Ouais, 70 c'est bien, ouais, t'as raison. Et on pense que ça commence à être intéressant, entre guillemets, de faire une coloc à partir de 3 chambres. À 2 chambres, c'est pas spécifiquement intéressant. En tout cas, c'est plus intéressant à compter de 3 chambres. 3 chambres et plus. Et plus, sachant que vous arrêtez à combien? 5, 6? Je vais faire un clin d'œil à mon cousin qui est à Bayonne. On a une colocation avec lui. Il s'appelle Laurent, il se reconnaîtra. On a une colocation à Bayonne de 9. Ok. Donc, et puis, et là, celui-là, il est rigolo. Ouais, ça tourne bien. Et celui-là, c'est original. C'est un investissement qui est super niche. À Bayonne, c'est une ville où il y a peu de disponibilité pour les gens, pour les locations à l'année, parce que tu sais, l'été c'est super demandé, donc il y a beaucoup de courte durée, donc les étudiants ont du mal à se loger, et lui il travaille à l'hôpital, il est médecin, et du coup il voyait ses internes galérer à se loger à Bayonne, et les internes ils tournent tous les 6 mois, donc on a acheté une maison et on y loge les internes de médecine de Bayonne, et donc tous les 6 mois ça change, tous les 6 mois on a les flics qui nous appellent pour tapage nocturne, mais ils font une grosse fête de départ. Mais ça tombe super bien. Donc là, ils sont 9. Ou sinon, à Lille, le max qu'on est, c'est 7. Ouais. Ça et va là, de 7, 3 à il y a combien de mètres carrés sur celle de 7 du coup? Au-delà de 140 mètres carrés, tu vois. Ouais, ça marche. Ouais, aux alentours de 140 mètres carrés. Et souvent, t'as des espaces, tu vois, en plus, t'as le garage, t'as une terrasse, t'as un jardin, et t'as une cave aussi. Donc, c'est des espaces qui sont super utiles en général, aussi pour les maisons. Il n'y a pas des trucs tendance, enfin, on parlait sur le marché de la LCD, à un moment c'était les jacuzzi, maintenant après les love rooms. Dans la coloc, il y a des trucs qui remontent en ce moment. Alors attends, je vais réfléchir. Non, c'est une bonne question. Je vois pas de tendance thématique. Je sais qu'il y a des acteurs qui se spécialisent dans des colocs, qui font des colocs de sport, des colocs autour de la nourriture, etc. Nous, c'est très classique, mais je sais que ce qu'ils aiment bien quand même, c'est faire des jeux ensemble, des soirées où ils cuisinent ensemble. Mais c'est pas nous qui impulsons une dynamique. C'est ce qu'on retrouve souvent. Ils vont faire des jeux de société, ils ont la console, ils font des soirées foot et ils cuisinent ensemble, tu vois. C'est pas des tendances, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit quand les colocs fonctionnent bien. Bah, tant mieux, en fait, qu'il y ait pas trop de tendance volatile, parce qu'après, c'est compliqué. Tu t'achètes un équipement, tu vois, je me vois mal acheter un jacuzzi, puis l'année suivante, non, les gens en veulent plus, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant. On va pas faire une coloc Harry Potter ou une coloc jungle. Exactement. Non, c'est cool. Et alors, voilà, le gros nœud un peu épineux de la coloc, hein, dans l'esprit de tout le monde, c'est la gestion. C'est le gros point noir. Et comment est-ce que vous voyez la gestion? Est-ce que vous avez des astuces pour optimiser cette phase-là, ou est-ce que finalement vous y passez, comme on l'imagine, toutes vos journées, quoi? Alors, on n'y passe pas toute notre journée. Ok. Il faut, alors déjà, il faut que l'annonce elle soit claire, qu'il y ait le plus d'informations possible. Je pense que ça c'est important pour que les gens puissent se projeter. Nous on fait des photos et une visite virtuelle aussi à chaque fois. Comme ça les gens peuvent aussi déjà faire un premier tour sur les maisons. Ensuite, donc vous faites des photos. Ouais, donc vous faites des photos après, donc typiquement vous achetez un bien qui est jamais rénové, donc vous l'achetez, vous le rénovez, et à la suite des rénovations, c'est là où vous faites la visite virtuelle avec un service d'un photographe professionnel, ou vous faites juste avec votre caméra, un photographe vous filmez. Professionnel. Okay. Non, un photographe professionnel qui vient prendre des photos. Il est spécialisé dans les photos dans l'immobilier, donc il fait les photos, il fait la visite virtuelle. Et si je peux me permettre, on maximise en fait les chances d'avoir
des bons retours, des gens qualifiés qui nous appellent, parce que au-delà de mettre une annonce, on a créé un site internet où on publie toutes les colocations qu'on a. Donc quand quelqu'un répond à une annonce chez nous, on le renvoie aussi vers le site internet et il voit que on est sérieux, qu'on a l'habitude, que c'est assez similaire entre les colocations. Donc ça rassure aussi les gens qui vont nous solliciter. Donc il y a une sorte de filtre aussi où les gens se disent ah bah tiens, si je vais chez Liliane et Xavier, ça va être c'est qualitatif et je vais pas chez n'importe qui, je vais continuer le process parce qu'ils m'ont l'air sûrs, tu vois. Il y a encore beaucoup d'arnaques, d'annonces, et donc nous ça nous permet d'être crédible face à un candidat locataire, tu vois. Et ça, je pense que ça nous aide pas mal. Vous le mettez sur l'annonce Le Bon Coin, typiquement, votre lien vers votre site? Non. Ou... non, je le mets pas déjà parce que je pense qu'on peut pas le faire, le lien sur le site. Ah, ouais, okay. Il cache parfois des URL. Alors moi, j'utilise pas trop Le Bon Coin parce que je trouve que les candidatures sont pas très bien qualifiées. Donc du coup, j'utilise pas du tout Le Bon Coin. De temps en temps, je le mets pour voir, mais c'est pas là où j'ai le plus de personnes. Moi, j'utilise surtout deux plateformes pour la colocation qui sont Studapart pour les étudiants et la carte des colocs où il y a un mix étudiants et jeunes actifs. Top, ouais. J'aime beaucoup Studapart d'ailleurs. Ouais, je trouve qu'ils sont... Ça marche très très bien. Studapart sont très bien référencés, je pense, par. Et puis ils suivent bien aussi. Par les campus, les écoles, etc. Ils poussent beaucoup Studapart et du coup c'est assez quali, c'est bien fait, les gens sont pas surpris, ils connaissent bien le process, donc c'est plutôt bien, ouais. Et par exemple, donc typiquement sur Studapart, vous mettez du coup le lien, ou est-ce que c'est plutôt en deuxième rideau une fois que les gens sont intéressés, quand vous communiquez avec eux, les candidats, que vous leur donnez au fait le lien avec votre site? Bon, c'est plutôt en deuxième parce que d'abord il faut qu'ils soient intéressés par un des biens qu'on propose, quoi, une des chambres qu'on propose. Oui. Effectivement, je regarde le titre, il est vraiment top, hein, parce que tu peux voir en plus, ça doit être fait aussi de donner le faux mot en mettant que l'habitat est complet. Bah oui, mais là, en ce moment, c'est... Et d'ailleurs, il est pas à jour là le site, mais tout est complet. Ouais, tout est complet. Mais donc, si tu continues sur oui, et alors de la gestion. Ensuite, sur la gestion. Ensuite, la sélection des candidats. Moi, je fais toujours donc un appel avec les candidats que j'ai sélectionnés en premier. Donc, comment je les sélectionne? Bah déjà, il faut que ce soit des personnes qui m'écrivent correctement, qui me disent bonjour au moins, et qui m'expliquent un peu leur profil. Même s'ils ont déjà tout uploadé comme document et tout sur les plateformes, c'est bien quand même d'avoir un petit résumé et de se présenter un peu. Bonjour, au revoir. Voilà, c'est le minimum, je trouve. C'est cela que je priorise en fait. Et ça, c'est un gros tip pour les candidats locataires qui pourraient nous écouter. Dites bonjour, présentez-vous, dites merci beaucoup et au revoir. Et déjà, nous, on vous rappellera en tout cas. Ouais. Il y en a tellement qui font pas ça. Après, moi, je réponds quand même à tout le monde mais ça va pas être dans le même timing, c'est tout. Donc je vais sélectionner les premiers qui vont correspondre à mes critères déjà rien que sur l'échange par message, et puis ensuite il y a toujours un appel téléphonique ou un appel visio pour discuter avec la personne, pour savoir si elle a déjà vécu en colocation aussi. Ça, comme c'est important pour nous que les gens veuillent vraiment habiter en colocation, s'ils l'ont déjà fait dans le passé, c'est pas mal parce qu'ils savent un peu comment ça se passe aussi. S'ils l'ont jamais fait, je leur demande ce qu'ils se posent comme question, parce que ça c'est important aussi de savoir s'ils sont curieux aussi de savoir comment on vit aussi en colocation. Et puis ensuite si ça matche bien, l'étape suivante, ça va être si la colocation est déjà habitée, je vais les renvoyer vers un des colocataires qui va faire une visio avec eux. Et donc le colocataire pourra leur montrer la maison, soit en visio, soit en visite physique, si la personne est là physiquement. Donc visite de la maison, discuter avec les colocataires qui sont en place, savoir comment eux ils s'organisent dans la colocation, et voir s'il y a un bon match, en fait, un bon fit entre les locataires. Et ensuite feedback du candidat et des colocataires pour sélectionner le candidat qui sera le prochain locataire.
vous avez une sorte de la personne qui fait ça, qui est dans le logement, c'est une sorte de référent qui fait ça, vous le rémunérez ou comment ça fonctionne? Je demande dans la colocation qui serait disponible actuellement ou dans les semaines à venir, juste pour parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va et pour faire les visites. Donc parfois il y a une personne qui est plus dispo que d'autres pendant cette période-là. Parfois ils sont plusieurs et parfois il y en a un qui organise en fait une visite avec tous les autres colocataires un soir. Et sur ta question, si on le rémunère ou pas, mais oui, mais à discrétion, tu vois. En fait, ils font ça, c'est leur intérêt aussi, ils font ça de manière très sympa. On leur demande, mais écoutez, est-ce que ça vous dirait d'échanger avec tel candidat, parce qu'on pense qu'il pourrait être bien pour la location, et puis on aimerait avoir votre retour. Et eux, ils sont plutôt preneurs de ce filtre-là, bien sûr, de leur part, parce que eux, ils ont tout à gagner aussi à avoir quelqu'un avec qui ils se sentent à l'aise. Donc spontanément, ils sont très contents de faire ce travail. Et puis quand il y en a un qu'on a un petit peu sursollicité pendant, je sais pas moi, 1 ou 2 mois, et ben on va lui donner un petit quelque chose, mais on lui dit pas au début. Et en général, ils sont super contents. Mais ça, c'est une pratique qu'on fait, ouais. Mais là où Liane, elle a pas tellement insisté, mais au téléphone, quand elle va être avec eux, c'est le moment clé de premier rideau, parce que on va être super clair sur les avantages et les inconvénients de la coloc, qu'on cherche des gens qui vont vouloir s'entendre. On veut pas quelqu'un qui choisit une coloc parce que c'est moins cher qu'un studio. Si c'est des gens qui veulent faire ça, ça sera pas nos locataires. S'il y a quelqu'un qui dit non, moi je veux une coloc, mais moi en général je suis dans ma chambre, je joue à des jeux vidéo, et puis je cherche pas forcément la vie en communauté, on prendra pas on choisira pas non plus spécifiquement ces gens-là. Donc c'est vraiment des gens qui veulent habiter ensemble, découvrir, rencontrer du monde. Et si ça c'est bon, derrière normalement en général ça se passe bien, quoi. Ça, c'est vraiment le moment critique, ce premier appel, en fait, où on va sentir vraiment la personne. Et là, j'imagine que c'est un peu la règle du s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Après, là, on a beaucoup, comme on commence à avoir quelques années là d'expérience, on sait au téléphone, en fait, déjà si la personne peut matcher avec les autres colocataires ou pas. C'est quoi les trucs, les cas, peut-être les exemples où vous avez vu que ça n'a pas marché et pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Moi, j'ai un exemple. Il y en avait un. J'ai fait une visite avec lui quand il commence à dire la marque du frigo, c'est un peu bof. Ou tiens, je pourrais m'installer un truc pour le Wi-Fi pour accélérer la vitesse alors qu'on a de la fibre partout, etc. Tiens, et c'est quoi la marque de la serrure de la porte? Dit un locataire comme ça qui commence à poser des questions comme ça va peut-être pas être le plus facile à gérer du monde. Ou alors ceux qui sont super tatillons des fois sur le bail, qui vont tout challenger alors que c'est des baux complètement traditionnels, tu vois, super tatillons. C'est en général pas très bien parti. Ou alors des gens qui vont qui au téléphone ne posent pas de questions sur qui sont les locataires, en disant bonjour, moi je viens, je vais faire 2 ans sur l'île, la chambre paraît très bien, quand est-ce que je peux la prendre, mon dossier ça vous va? Non, tu nous as même pas dit, tu nous as même pas posé la question qui était dans la maison, est-ce que ça pourrait matcher? Donc des gens qui posent pas ce type de questions, nous ça nous semble bizarre, donc en général il y aura un problème dans la suite du process, quoi. Tu vois? Yes. Non, c'est clair. Donc là, c'était sur la sélection, effectivement. Après, sur la partie gestion même, déjà, est-ce qu'il y a des baux particuliers? Tu disais que c'était des baux traditionnels, mais tu peux avoir le choix entre baux uniques ou individuels. Oui. Alors nous, on fait des baux individuels d'1 an meublés. Voilà. Donc ça, c'est assez classique. Ça nous est déjà arrivé de faire des baux mobilité aussi. Ok. Où là, on détermine déjà la durée sur laquelle la personne va rester. Et puis c'est tout ce qu'on a fait. On n'a jamais fait de bail collectif, par contre. Non. Où ils sont tous solidaires les uns des autres. Je pense qu'on peut faire ça dans les petites colocs, mais dans les grosses colocs, je pense que c'est un irritant dans le process avec le locataire. On fait toujours des forfaits de charge aussi. Pareil, on veut pas avoir de discussion à avoir sur l'eau. Oui, la régularisation en fin d'année, plus le prorata, parce que comme ça bouge quand même, ça serait trop compliqué en fait de régulariser à chaque fois. Le temps passé n'en vaut pas la chandelle, et puis en plus c'est des moments de friction à la fin d'une location qui s'est bien passée, donc pourquoi rajouter ce moment-là? On évite de faire des régules de quoi que ce soit. Je crois que le bail individuel c'est surtout avantageux si tu as des chambres qui sont trop petites pour pardon, le bail collectif je veux dire, c'est quand les chambres sont trop petites que tu peux pas vraiment faire autrement.
Ouais. Mais après, il y a la question aussi de la solidarité sur la caution aussi qui est compliquée. Ouais, c'est ça. Tu c'est peux ne pas la demander sur un bail collectif, mais c'est un extra, une étape en plus. Pareil, il faut faire un avenant à chaque fois, donc oui. Dans un court instant, on verra comment concrètement Liliane et Xavier trouvent et sélectionnent leurs colocataires et quel rendement ils tirent de leur projet. À tout de suite. T'as perdu. T'as perdu, Paco. Ouais, donc on va y arriver. Sur la partie gestion, c'est savoir si comment en fait quand on arrive dans le dur, on a les locataires en place, on a les baux, tout est bien calé. Après les événements de la vie de la coloc et comment tu arrives à le gérer, quoi. Je peux faire 2-3 trucs, mon cœur, là? Oui, vas-y. Oui, désolé, hein, j'appelle ma femme comme je l'appelle dans la vie, donc il y a des petits mon cœur qui s'échappent. Donc déjà, quand on fait l'état des lieux, en général, moi, je passe pour le bad cop. Je suis le gars chiant pour dire bon alors vous allez vivre ensemble, c'est vraiment important que vous puissiez vous parler. Par exemple, on vous recommande de vous parler toutes les semaines pour définir qui va sortir les éléments du lave-vaisselle, qui sort les poubelles, qui passe un coup de balai dans les parties communes cette semaine. Donc moi j'insiste vachement là-dessus, en leur disant bah si ça c'est pas fait, en général il y a des problèmes dans la colocation parce que c'est toujours le même qui fait et puis ça génère un peu d'animosité au bout d'un certain moment. Donc moi j'insiste vraiment sur quelles sont les bonnes pratiques pour que eux vivent ensemble et on leur met même à disposition sur le frigo, tu sais, des magnettes avec des plannings lundi, mardi, mercredi, avec des stylos aussi pour qu'ils puissent écrire, pour qu'ils aient pas l'argument ah ouais mais on sait pas comment s'organiser. Au moins ils ont un truc sur le frigo que tout le monde voit. Et donc ça les aide quand même pas mal et ça nous évite aussi d'avoir des petits problèmes à gérer. Par exemple, on va vachement insister sur en général si tu as des cheveux longs et que tu nous dis que la douche elle est bouchée, c'est qu'en général les cheveux n'ont pas été vidés dans la bonde. Donc ça on le dit au démarrage, si vous avez les cheveux longs, videz régulièrement votre bonde. On leur dit c'est quoi les trucs typiques on dit régulièrement souvent il y a la bonde. Les poubelles. L'un des enjeux clés, c'est les poubelles. Donc on leur fournit plus de poubelles dures dans les espaces cuisine que nécessaire entre guillemets pour que ils évitent entre guillemets de cumuler les sacs, sortir un sac poubelle et le mettre dans l'espace commun avant de le sortir dans la rue. Donc on préfère qu'il y ait plus de poubelles en dur et qu'ils peuvent laisser les poubelles entre guillemets dans leur cuisine plutôt que de trop petites poubelles qui vont venir polluer l'espace commun et ensuite avoir des odeurs et puis que ça soit un peu le souk dans les parties communes, tu vois. Donc ça c'est vraiment. Vous faites pas appel à des femmes de ménage? Si. Une fois par mois pour les petites colocs et 2 fois par mois pour au-dessus de 5. Et on voudrait pas aller plus haut parce qu'on veut pas déresponsabiliser les gens. Si on fait venir une femme de ménage toutes les semaines, on pourrait. Mais je pense que c'est peut-être un peu contre-productif pour les publics qu'on a qui sont un peu jeunes. Et j'ai peur que si on fait ça, ils se dédouanent complètement du ménage. Et que derrière, ça soit peut-être encore limite un peu plus sale. Tu vois, on préfère faire passer, comme tu disais tout à l'heure, en deuxième rideau, une femme de ménage qui les aide, qu'une femme de ménage qui fait pour eux. Ouais, toujours le principe de les rendre responsables. Exactement. Et autonomes. Ouais. Mais tu vois, on insiste là-dessus aussi, pareil, dans l'état des lieux, dans les visites avec eux, dans les échanges par téléphone, tout ça, c'est super clair dès le début, et on est plutôt assez dur là-dessus. Et puis si ça fait écho à leur manière de penser, en général on continue le process et puis en général c'est des bons candidats qui continuent avec nous malgré ces garde-fous, ces conseils qu'on leur donne qui sont un peu durs, tu vois. Mm-hmm. Et après pour la gestion, pour faciliter, on met en place un WhatsApp par colocation, par coloc. Où on va communiquer les dates de passage de la femme de ménage. On va leur demander de nous indiquer s'il y a un problème avec un four, un lave-vaisselle, etc. pour que tout le monde ait la même information au même moment. Et ça, en général, ça se passe très bien, tu vois. Et nous, on essaie d'être vraiment réactifs quand on nous dit qu'il y a une machine en panne ou quoi que ce soit. On revient vers assez vite quand même. Ouais. Ce qui est important, c'est de notifier qu'on a entendu le problème. C'est pas forcément de dire on vient résoudre le truc demain, c'est de dire
on a bien vu, on entend, on revient vers vous. Déjà ça montre que on les a entendus. C'est pas tiens on va gérer ça dans 4 jours, etc. C'est on notifie qu'on a compris et on va faire quelque chose. Je garantis pas qu'on apporte une solution en 24 heures, mais en tout cas ça c'est important pour eux et nous on a à cœur de toujours être actifs en tout cas sur l'identification du problème auprès d'eux. Ça, c'est j'imagine nourri, d'expérience, hein, où ça s'est pas forcément très bien passé, où il y a des trucs, des trucs justement qui se sont pas bien passés, qui vous ont fait évoluer dans votre façon de gérer globalement. Alors, oui. Vas-y. Bah, avant, au démarrage sur une grosse coloc, tu vois, j'ai ça en tête. On faisait pas forcément valider le profil des locataires avant de choisir les locataires. Donc nous on avait quelqu'un sur le papier qui était bien, il y avait une chambre de disponible et puis on allait choisir le locataire et puis on informait les autres colocataires. Donc on les faisait pas choisir. Donc du coup ça on a vu que ça a posé des problèmes parce que les profils n'étaient pas forcément idéaux. Et un jour on a eu par exemple deux amis qui étaient dans la colocation, c'était notre plus gros problème, mais tu vas voir on l'a quand même pas trop mal géré. Il y avait 2 copines qui invitaient des amis à eux de l'extérieur de la maison. Et donc, elles les invitaient souvent, ils faisaient des soirées souvent, et ils squattaient souvent à la maison. Et donc, ça embêtait les locataires en place. Parce que quand tu rentres le soir, t'as fini ta journée, t'es à l'école et tout, t'as envie de te reposer, et quand sur le canapé, il y a les amis de tes 2 colocs, ça t'embête un peu, t'as l'impression de plus être trop chez toi. Et du coup, ce sujet-là, il a remonté auprès de nous par les autres locataires. On a dit, écoutez, il y a peut-être des sujets dans la coloc pour bien vivre ensemble. Et on a acheté des pizzas. On leur a dit, donnez-nous une date où vous êtes tous à la maison. On vient, on fait un dîner ensemble, on échange sur la coloc. On a pu mettre ce sujet sur et tout le monde a parlé table. En fait, du coup. Donc ça c'était important parce que il y avait un manque de communication aussi entre eux. Donc du coup on a fait un peu des médiateurs, mais là je pense que c'était la dernière solution qu'ils avaient aussi. Et donc du coup on a essayé de remettre, de voir en fait quels efforts chacun pouvait faire de leur côté et essayer de respecter ce qu'ils avaient dit en fait pendant cette soirée-là. Et 15 jours plus tard, comme les locataires sont revenus en disant écoutez, on avait convenu ça avec les colocs, les 2 filles en question, mais elles ont continué à inviter leurs amis. On a refait un 2e point à la maison. On leur a dit écoutez les filles, il y a 15 jours on s'était mis d'accord là-dessus. Apparemment c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Et d'elles-mêmes, elles ont dit on va quitter la coloc. Donc tu vois, ça c'est le problème qu'on a pu avoir. On a réussi à le résoudre, mais parce qu'on parlait, tu vois. Ça nous a coûté une soirée pizza, mais nous, ça nous fait plaisir d'essayer de trouver des solutions. Mais tu vois, en fait, c'est la communication, c'est vraiment clé. Et oui, là, faut se mouiller un petit peu, mais rien n'est insoluble si on essaye ensemble de trouver des solutions plutôt que d'arriver de manière. Il faut pas être dans la confrontation, en fait. Voilà, super dur. Non, ça va pas. Il y a un problème. Vous n'avez pas respecté le règlement de copro, enfin le règlement de la coloc. Du coup, on décide ça. Non, c'est il y a un petit problème. Comment on fait pour résoudre ça ensemble? Et puis s'il y a encore un problème après, malgré les décisions que les uns et les autres on s'était engagés à suivre, et là on est un peu plus fort sur nos bases pour être un peu plus coercitif. En général, justement, ça se passe bien parce que les gens ils réalisent ce qu'il fallait faire, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, non, c'est très clair. Non, vraiment, je crois que le message, si je comprends bien, c'est vraiment de créer de l'autonomie et une sorte de régulation, quoi, en fait, de cumul des bonnes volontés. Ouais. On veut tous la même chose finalement, et d'ouvrir à bien grand et d'être même le médiateur quand c'est besoin, le canal de communication, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça nous prend pas beaucoup de temps. Ça nous arrive une fois en 4 ans. Ça nous a pris 2 soirées, tu vois. Alors ça peut être beaucoup pour pas mal d'investisseurs, mais quand on fait une coloc, oui, on peut passer un peu plus de temps, c'est sûr, qu'un studio en nu, quoi. Mais je vois, vous avez quand même beaucoup de projets de coloc. Combien au total? 10 à peu près? Alors, on en a aujourd'hui qui tournent à nous, on en a 11. On en a 11 colocs, même si tu pars coloc, c'est pas un temps considérable. À 11, vous n'arrivez pas à la limite quand même de...
Ah bah alors, C'est la bande phase, passante. moi je trouve. ouais. Tu vois là, c'est l'été, c'est une grosse saison pour la colocation parce que il y a des étudiants qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Du coup, il y a aussi pas mal. Donc il y a toute la sélection plus l'administratif à faire pour les signatures de baux, de caution, etc. Donc cette phase-là, c'est entre juin et septembre. On va avoir pas mal de trucs à gérer côté locatif, mais après, il y a des mois où il y a beaucoup moins d'administratifs à faire, de changements de colocataires, même les colocations comme on les a toutes rénovées. Du coup, il n'y a pas non plus de problème de machines tous les jours. Donc du coup, on en entend moins parler sur certaines périodes de l'année. En fait, si tu as rénové ta coloc, en général, t'es quand même un peu tranquille sur l'entretien du quotidien, si ce n'est l'eau. Bon, il y a des problèmes d'eau. Si tu as une bonne communication avec tes locataires, tu peux te décharger en fait de beaucoup de poids sur eux entre guillemets. Mais si tu fais pas ça de manière égoïste, si tu fais ça un peu dans l'intérêt de tout le monde, et par exemple pour les visites des biens, les états des lieux d'entrée ou quand les locataires veulent arriver tel jour ou visiter le bien, en général nous on n'est même pas là. On n'a pas de plus-value en tant que propriétaire à être là et c'est plus souvent les locataires qui ont à y gagner à faire ces étapes-là que nous. Nous, ce qui nous prend du temps, c'est plutôt le travail entre guillemets en chambre, publier une annonce, faire les appels téléphoniques et ensuite passer le relais à nos équipes pour réparer des petits trucs auprès des locataires. Mais là, pareil, en général, on se déplace rarement. Tu vois, les locataires, quand ils ont des problèmes, ils nous font une vidéo WhatsApp. Nous, on envoie la vidéo WhatsApp à nos artisans en disant est-ce que vous savez réparer ça? Est-ce que combien ça pourrait coûter, et si on a le go de l'artisan, on les met en relation avec les locataires. C'est plus facile parce que nous, on n'a pas besoin d'être là pour savoir, tiens, tu peux intervenir à telle heure parce que les locataires sont disponibles à telle heure, on les laisse se débrouiller entre eux, et nous, physiquement, on n'a pas besoin d'être trop présent. On a juste besoin d'être là en backup, à coordonner, mais c'est ça qui prend un peu de temps, mais du temps où tu es en général chez toi, et c'est pas trop la mer à boire, quoi. Oui, ça. Après, le plus difficile, on va dire, c'est la première mise en location. Où là, il y a personne dans la colocation et il faut que les gens s'imaginent vivre avec d'autres personnes qu'ils connaissent pas du tout et qu'ils n'ont pas pu rencontrer. Donc, soit on arrive à faire des visites groupées avec des personnes en même temps. Et là, ils peuvent potentiellement voir les autres colocataires s'ils prennent tous des chambres ou sinon en fait c'est juste une question de confiance avec nous, mais ça prend un peu plus de temps parce que souvent les gens souhaitent quand même savoir avec qui ils vont vivre. Ouais, c'est ça, le premier, oui. Ouais, s'il est tout seul, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais si t'as une bonne équipe de peintres et un artisan qui peut faire quelques menus réparations à droite à gauche, tu vois, un joint, une chasse d'eau, franchement, t'es sauvé, hein. Et là, si tu lui laisses une clé, il peut venir jeter un coup d'œil aussi au passage. Et puis, ouais, tout à fait. Il est autonome, il connaît les maisons. Les locataires ont confiance parce que leur dit que on a déjà travaillé avec lui souvent, qu'ils peuvent avoir confiance. Enfin, tout est plus fluide, mais ça demande un petit temps effectivement pour trouver cette personne-là. Mais une fois que tu l'as trouvée, faut plus la lâcher, quoi. Non, mais c'est l'une des secrets de moins y passer de temps, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui peut gérer pour toi, quoi. Oui. Mais en général, on trouve. Après, on faisait déjà la même chose à Paris. En fait, on avait quelqu'un aussi qui faisait toutes les réparations quand on avait nos studios à Paris. En termes de chiffres pour de l'investissement, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée, enfin pas forcément super détaillée, mais une idée un peu de ce à quoi on peut s'attendre ou ce que vous avez réalisé vous sur un projet de coloc en termes de montant enveloppe globale avec travaux à financer, et puis derrière ce que ça dégage en termes de cash flow quand tu as tout déduit en fait. Ouais. Moi je pense à un bien en particulier, donc c'était il y a quelques années maintenant, mais tu vois nous dans le Nord on peut trouver des maisons dans lesquelles on peut faire 5 chambres avec un bel espace commun qui coûte 170 000 euros. Il y a 2 ans, on en trouvait. Donc, pour ce prix-là, elles ont pas forcément
le raccordement tout à l'égout, donc faut le prévoir dans les travaux. Mais c'est une petite maison qui fait totalement l'affaire pour une coloc parce que on va pouvoir trouver un bel espace commun au rez-de-chaussée avec sa cuisine, avec en général un petit extérieur, et puis dans les étages on peut mettre des chambres qui sont en général déjà là. Et là, ce qu'on peut en général trouver en tant qu'investisseur, c'est de l'espace qui est pas utilisé, souvent dans les combles. Dans le Nord, on trouve des maisons individuelles et souvent les combles sont pas utilisés. Donc du coup, c'est là qu'on peut faire une 5e chambre et c'est ça qui rend le projet rentable. Donc tu fais un prix d'achat à 170, tu rajoutes tes frais de notaire, tu arrives à 200 et tu fais 100 000 de travaux et nous on met le ratio qu'on a, c'est 3 000 € de mobilier par chambre, mais qui n'est pas le prix de ce qu'on met dans les chambres, mais qui comprend en fait l'équipement de la maison. Donc tu vois, si par exemple il y a 5 chambres, je vais faire 3 fois 5, 15. 15 000, c'est pour meubler toutes les chambres et meubler les parties communes, la télé, le canapé, la chaise, enfin les chaises, les tables, les bureaux, les machines à laver, les machines à sécher. Tu vois, 15 000, ça peut faire le taf. Donc je reprends 170 d'achat, 20 000 de frais notaires, t'arrives à 200, 100 000 de travaux, 300 et les 15 000 de mobilier, 315, tu vois. Et pour 315 000, t'as un bien qui peut te générer peut-être. Alors aujourd'hui les taux sont plus élevés, donc faudrait réviser le truc, mais entre 300 et 500, tu vois. Mmh. Ouais, ce qui est quand même pas mal, mais c'est vrai que c'est pas les trucs qu'on pouvait imaginer à la belle époque où tu pouvais taper du 600, 700 pour ce genre de, pour ce genre de bien. Mais du coup, il y a aussi l'aspect, quand tu parles de 300, tu parles sur, parce qu'on en a pas parlé, mais au niveau de la vacance, est-ce que vous êtes sur 12 mois, sur un calcul sur 11 mois, 10 mois, c'est... Ouais. Alors nous, on a calculé, en tout cas pour notre parc à nous, l'année dernière, on n'a pas calculé avant, mais là, on était à 96, et là, on est à 97%. Donc, on est très proche des 100. Et nous, pour nos investisseurs, donc ceux qui achètent des biens qu'on crée en colocation et qu'on remet à la vente, quelque chose de crédible, si c'est pas nous qui gérons, mais ils laissent gérer ça à quelqu'un d'autre, tu vois, entre 90 et 95%, s'ils ont une bonne agence, je pense que c'est largement jouable, tu vois. Mmh. Quand mais vous faites un bon gestionnaire. Ouais, bah c'est ça. Ouais, complètement. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que 300 sur 12 mois, et, enfin, si tu sais que t'as près de 100% de remplissage, tu sais que tu peux compter sur ces 300, ce qui fait à peu près 100 par tranche de 100 000, ce qui est correct, quoi. Ouais, t'as raison. C'est une bonne manière de faire le calcul. Ouais. Mais quand vous vendez, j'imagine, à des investisseurs, vous leur vendez avec un historique de quoi, 6 mois, 9 mois de gestion ou... Non, bah alors, ce qu'on prévoit, parce que tu connais un peu l'activité de marchand, tu achètes, et tu peux revendre quand même assez vite. Donc nous, on va pas promettre un historique de location à nos investisseurs. On va leur dire, regardez, nous, on a des biens similaires, c'est tout rempli à 97%, et le bien que je te vends, il est déjà loué, et puis comme on espère le vendre le plus vite possible, bah, des fois il est loué depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu vois, on va pas faire 6 mois avant chaque vente, tu vois, plus tôt on le vend, mieux on se porte, pour refaire d'autres achats. Ouais, l'avantage c'est que vous restez sur le même domaine et que vous avez déjà une sorte de votre showroom, il est déjà là à côté, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, pour aller un peu plus loin, comme on voit que pour nos clients investisseurs, c'est un peu compliqué de savoir comment gérer les biens. Et ben en plus d'être marchand, on est en train de mettre en place avec Liliane soit une activité de mandat de gestionnaire, et une activité de prise à bail. On viendrait garantir à nos clients investisseurs un loyer sur 12 mois. Et où c'est nous qui leur versons un loyer et nous on exploite le bien par ailleurs. Parce qu'on voit que c'est un frein, la gestion, on voit que c'est un frein pour les investisseurs. Donc on va réfléchir à... Oui, parce que c'est un peu différent en fait de gérer une colocation versus gérer un appartement classique. Ouais, bien sûr, mais je me dis comment vous arriverez à gérer vous tout ça. Enfin, tu vois, si on va devoir recruter. Oui, on va recruter un moment. Ok. Bah, il faut, hein, ouais, je pense que vous avez la méthodologie, formater, trouver des gens, des équipes qui ont la même méthodologie, du coup. D'accord. Ouais. Ça serait la suite.
Et l'effet, vous parlez du cash flow tout à l'heure, avec les nouvelles contraintes quand même aujourd'hui, notamment, la hausse des taux, ça c'est le truc un peu évident. On peut toujours, vous, quand vous proposez à la vente, vous proposez toujours autour de ces mêmes niveaux de cash flow, ou est-ce que il faut maintenant plus se contenter, même sur de la coloc, à de l'autofinancement? Deuxième option. Oui. D'accord. Et ça serait mentir que de te dire en plus qu'avec un taux à 5%, tu seras même à l'équilibre si tu rajoutes un mandat de gestion, tu vois. Je pense que si quelqu'un opère seul sa coloc avec un taux à 5% en SCI, s'il a dépassé son taux d'endettement traditionnel et qu'il veut faire ça dans une SARL, un taux à 5%, ça commence à être un petit peu dur. Je pense que tu peux être à l'équilibre, un tout petit peu de cash flow si tu gères seul. Si tu commences à mettre un intermédiaire pour gérer, parce que tu peux pas gérer, tu seras en cash flow négatif. Ouais, mais de pas beaucoup. Mais en tout cas, tu rembourses ton capital tous les mois, qui est quand même sympa. C'est ça l'intérêt. Ouais, donc quand tu te proposes investisseurs, et le message que tu dirais aux investisseurs, c'est aller sur la coloc parce que la demande est là, elle est même croissante, et vous allez pouvoir faire du patrimonial. Mais c'est plus du tout le message qu'il y avait avant de dire la coloc, comme la LCD, c'est ce qui va te faire cracher du cash flow, quoi. C'est ça? Non, ça serait mentir que de dire ça. D'accord. Ouais. Dans les conditions actuelles du marché, tu vois, des prix qui sont encore assez élevés et un taux d'intérêt qui frôle les 5 pour des investisseurs, tu vois, qui feraient pas ça en nom propre. Peut-être aussi l'argument quand même que c'est que même si on est descendu en termes de prétention de cash flow, tout est descendu en termes de typologie de bien. Donc même en relatif par rapport à de la longue durée sur un appart seul, lui il va être en effort d'épargne et la coloc va rester encore à l'équilibre, quoi. C'est ça l'idée? Ouais. C'est exactement ça l'idée. Bon, merci pour ce message de sobriété. non mais. En fait, c'est la réalité. Ouais. Non, mais j'apprécie, non, j'aime bien. Enfin, je veux dire, il faut dire ce qui est vrai sur le terrain. C'est pour ça que je vous pose la question, quoi. Ouais. Mais l'autre message, c'est que ça demande plus de gestion, mais en fait, c'est pas si compliqué. Mais il y a un petit ticket à l'entrée entre guillemets pour s'aguerrir, mais c'est pas si compliqué. Ça aussi, il y a des gens qui peuvent avoir un petit peu peur. Oui, si t'en as 10, ça commence à faire beaucoup, mais si t'as un ou deux biens exploités en colocation, je pense que c'est jouable. Il faut pas être trop loin, par contre, ça c'est sûr. Et sur le terrain des offres de gestion qui sont disponibles dans la coloc aujourd'hui, qu'est-ce que tu verrais est-ce qu'elles sont toutes égales? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire attention? Comment tu peux considérer ce genre de choses? Eh ben, ça, je veux bien rebondir là-dessus. En fait, ça c'est assez différent. Alors, t'as soit les agences traditionnelles qui vont gérer des biens, un peu tout type de biens, donc qui n'auront pas forcément une compétence coloc et qui vont te prendre peut-être 7% de frais de gestion. Et puis qui vont te prendre également des frais sur chaque entrée et chaque sortie entre guillemets, mais grosso modo le prix qu'ils affichent c'est 7. Ensuite il y en a qui se développent autour de la colocation, des boîtes qui vont faire que ça. Et donc là on est plutôt sur des taux autour de 12%. Donc ça peut paraître assez cher, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour bien gérer un bien, pour éviter que son agence le délaisse parce que c'est pas assez rentable, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt aller sur des acteurs qui se spécialisent, mais c'est plutôt du 12. Et il y en a qui vont même rajouter des frais aussi en plus du 12% sur les entrées et les sorties. Donc ça commence à faire un petit peu cher. Et ensuite t'as des agences, ensuite t'as des structures qui font de la prise à bail comme je t'évoquais. Mais ça c'est plutôt des acteurs qui font ça de manière régionale. Tu vois, par exemple, t'as plusieurs acteurs qui sont implantés avec lesquels on a échangé vers Lyon, tu vois, la coloc.fr, qui fait de la prise à bail. Je pense que ça, c'est un modèle qui est plutôt pertinent. Des gens qui font que des mandats de gestion pour de la coloc, il y a Loca Coloc. On a échangé avec eux, avec Noé. Ils font très bien leur métier aussi. Sur les agences spécialisées sur la coloc, qui sont un peu plus des acteurs nationaux, on a échangé avec Cool Lock, qui est un jeune acteur mais qui a l'air de bien se structurer aussi. Voilà, nous ce qu'on voit c'est que ça se professionnalise sur l'exploitation de la colocation par des entreprises spécifiques, tu vois. Pas les propriétaires, des entreprises spécifiques sur la coloc. Après qui reste assez local quand même. Ouais.
sauf Coollock qui est un putain d'acteur national, mais on voit des acteurs qui sont très impliqués à l'échelle locale. Et à l'échelle nationale, je trouve que c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Tu vois, des agences un peu tradies ou qui ont un peu le vent en poupe, en ce moment, tu vois, des Mastéos, etc. On a des clients à nous qui sont passés par eux. C'est plus des agences tradies que des agences qui vont bien savoir gérer la coloc en particulier, tu vois. Ouais, parce que c'est pas forcément le segment de marché qui est prioritaire pour eux, donc Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et dans ce marché-là, effectivement, s'il y a de plus en plus de colocs, il y a de plus en plus de demandes, ou du moins, s'il y a plus en plus, enfin, ou même s'il y a le même nombre de colocs, mais que il y a quand même les agences traditionnelles n'arrivent pas, il y a des parts de marché à prendre là-dedans aussi. Ouais, carrément. Ouais, mais je pense que ça se développe justement des acteurs qui vont être spécialisés là-dedans, et je pense que c'est appelé à se structurer aussi, et puis à venir donner des lettres de noblesse à cette manière d'exploiter des biens pour peser aussi sur le futur de cette classe d'actifs, tu vois. Parce que pour l'instant c'est encore un petit peu flou, tu sais, on voit des articles passer en disant maintenant là c'est pas du co-living, c'est entre guillemets une sorte de division qui a été faite dans le bien parce que il y a des points de cuisson dans chaque unité de logement, donc en fait il faudrait des places de parking, etc. Enfin, il y a un peu de flou autour de ça, et puis que des acteurs qui viennent exploiter les biens se professionnalisent, ça permettrait d'instaurer peut-être certaines normes et de peser un peu plus dans le discours ambiant s'il faut faire évoluer les choses là-dessus, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui vous botte aujourd'hui, du coup? Vous parlez, c'est surtout justement ce développement-là, la prise de bail, etc. Vous développez sur la partie gestion? Ou c'est quoi vos projets, vos visions futures? Ouais. En tant que marchand, donc. Bah oui, je pense que notre cœur de métier, on est quand même marchand de biens. Du coup, ça serait continuer à développer quand même notre activité en tant que marchand de biens. Toujours sur les colocations, c'est quand même notre produit phare. Mais tenter aussi d'autres types de projets en parallèle. Ensuite, lancement de la gestion locative. Mais là, vraiment en complément en fait de notre activité de marchand de biens. Et ça serait vraiment pour les colocations que nous on a rénové, mis sur le marché pour la gestion. On prendrait pas des colocations qu'on n'a pas faites nous-mêmes en fait. Voilà. Parce que comme on est petit, on n'a pas d'ambition d'être de développer ça très fort. On voudrait gérer ce qu'on a conçu parce qu'on connaît bien le bien. Et du coup tout est plus facile parce qu'on connaît les travaux, on connaît l'ameublement, on sait comment c'est fichu, on sait où sont les arrivées élec, où sont les compteurs, etc. Donc ça sera beaucoup plus facile pour nous de gérer ce qu'on connaît que de venir gérer des biens pour autrui, tu vois, qu'on connaît pas, où le temps passé est beaucoup plus compliqué, tu vois. Et surtout, on les a achetés, rénovés, mis en location et tout, parce qu'on sait que y a du potentiel de location aussi avec les biens qu'on revend. Parce qu'on a aussi notre regard d'investisseur quand on achète en tant que marchand. Du coup, on veut vraiment garder ces biens-là parce que, en gestion et pas en... Parce qu'on sait que ça va bien tourner, oui, plutôt que d'autres biens dont on maîtrisait moins la demande. On connaît beaucoup moins, oui, tout à fait. Ouais, complètement, ouais, vous êtes, vous avez vraiment mis à nu le logement, vous savez ce qu'il y a dessous, vous savez ce qu'il y a... Pourquoi il est adéquat aussi par rapport à la clientèle que vous voulez chercher, donc... c'est clair, c'est idéal, quoi. Mais on est une optique d'artisan, nous. On fait du sur-mesure. Ouais, j'ai bien noté. On est dans l'orfèvrerie là. Mais non, c'est intéressant aussi l'approche marchand parce que des marchands qui font de la gestion locative. En fait, en général, on voit des gens qui font du locatif, ils passent marchand et puis justement ils se délaissent, ils arbitrent, ils enlèvent tout ce qui est locatif et ils restent sur du marchand pur. Ouais. Vous avez un peu un profil différent où vous continuez à avoir un petit peu cette deuxième jambe de location et qui est même peut-être un truc complémentaire, voire de synergie. C'est intéressant. C'est plutôt ça. Je me demande d'ailleurs, est-ce que vous sentez que le produit coloc, vous le maîtrisez mieux et du coup, parce que vous avez cette expérience, vous pouvez aussi prendre des OP en termes de marchands devant les autres qui ont du mal à se projeter ou qui n'ont pas l'expertise, etc. Est-ce que ça peut être un truc comme ça? Oui.
Ouais. Oui, ça c'est sûr que l'expérience elle joue. On voit mieux aussi le type de bien qui peut être intéressant pour une colocation. Oui, c'est beaucoup plus facile, je pense, parce que on a déjà l'expérience de colocation avant, quoi. Bon, on va pas faire que des colocs, mais parce que dans notre métier de marchand, on va pas faire que ça. Mais si on est connu pour ça et qu'on a des activités périphériques d'achat d'immeubles qu'on rénove et c'est des appartements classiques, et ben on ira quand même, tu vois. Mais on aime bien l'idée, nous en tant que marchands, de ne pas s'arrêter à des divisions. Faire de l'administratif, il y en a plein qui font ça, ils le font très bien. Moi, j'aime bien l'idée de dire que le marchand, regarde, il a acheté un bien, il a rénové, il est qualitatif et c'est pas, on refile pas la patate chaude à quelqu'un. C'est nous, on est sûr des biens qu'on propose. Et regarde, on t'accompagne même dans la gestion parce que on sait ce qu'on a produit. Et je trouve que ça participe aussi à la création un peu de lettres de noblesse de ce métier, tu vois, qui est souvent un peu décrié. Donc j'aime bien aussi cette idée-là de dire. Parce qu'on remet sur le marché des biens qui sont rénovés, on remet de l'habitation en fait, parfois sur le marché. Donc ça, enfin nous on trouve ça important. Et puis on aime bien aussi, en vrai on aime bien aussi l'esprit colocation parce que on aime bien cette ambiance qui est entre les gens, le fait qu'ils communiquent ensemble, qu'ils vivent ensemble. Je pense que nous, on est aussi dans cet état d'esprit-là. On aime bien parler aux gens. On est curieux aussi de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont et tout ça. Donc, je pense que c'est tout un ensemble en fait pour nous. En décembre dernier, on a un truc qui nous a refait. On était pumped up pendant 3 mois. On a des locataires d'une maison qui nous ont invités au repas de Noël qu'ils faisaient chez eux, tu vois. Ça c'est. On fait un repas de Noël le 20 décembre. Est-ce que vous voulez venir? Ça c'est c'est génial. La consécration, ça. Ça nous fait trop plaisir en fait. Bah ouais, mais c'est tout ce qui est vraiment humain dans l'immobilier, quoi. Et que effectivement, non, mais là vous avez trouvé la formule magique là, parce qu'effectivement, après quand t'es marchand, t'as tendance à te dire bon les seuls gens que je rencontre c'est des administratifs de mairie, donc là c'est plutôt bien, ou de gens qui sont contre moi parce que je veux leur acheter moins cher, je veux leur vendre plus cher. Bah oui. Vous avez trouvé vous le moyen quand même d'avoir du lien, de l'humain, donc c'est top. On essaye. Et je pense que c'est malin aussi, même en termes de crédibilité, tout simplement, en fait. Dire, voilà, nous, ce qu'on fait, on accompagne jusqu'à la gestion des biens. Donc, après, quand ça c'est. Voilà. Si vous avez besoin de bullet point de marketing, vous me dites, je vous fais un slide tout de suite, là, pour vous présenter. Non, mais c'est vachement inspirant, en tout cas. Non, c'est top. Et c'est cool. Est-ce qu'il y a des ressources, parce qu'on a pas mal parlé du coup là, mais est-ce qu'il y a des ressources quand même qui vous ont aidé, qui pourront aider les gens qui veulent aller plus loin dans ce thème-là, sur ce thème-là? Il y a ton podcast déjà, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, t'as des super invités. C'est gentil. Il y en a que j'ai contacté entre guillemets indirectement via ton intermédiaire parce que je trouvais que les podcasts étaient top. Tu vois, Kevin Savoni, il est super sympa, on l'a contacté, il a plein de super choses inspirantes à raconter sur son parcours en tant qu'investisseur et ça c'est dingue de l'écouter. Nicolas Decodin sur la fiscalité de manière générale, il raconte des choses super sensées, il est très sympa, il est lillois, donc on fait des dèches souvent. Donc ton podcast c'est déjà super. Et après c'est pas mal de bouquins. Alors c'est un peu décrié en ce moment et tout, mais quand même de mindset. Qui permettent de te dire qu'est-ce que j'aimerais atteindre, ça serait quoi ma vie rêvée, sans penser que le monde est fleur bleue et qu'on peut tout faire, mais d'être confronté à des manières de penser ou des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense que ça te booste et ça, tous les bouquins de développement personnel que tu connais, que tu cites, je pense que c'est des bonnes ressources. Et après, toi t'es très podcast de toute manière, t'es content d'écouter beaucoup. Ouais. Le tien, la martingale, ça fait un bail. Je trouve que on apprend plein de choses, donc c'est cool. Et après, repartir également sur les bancs de l'école. Hein. Il y a des formations à distance qui sont faites dans l'immobilier. Mais nous, on se forme régulièrement aussi, en fait. Là, on s'est formé sur le métier de marchand de biens, par exemple, parce que il y a quand même beaucoup de choses environnantes qui sont importantes. Donc, du coup, on s'est formé dessus sur l'urbanisme, le juridique.
enfin tout ce qu'il y a autour. Et là, on continue aussi. Ouais, sur la fiscalité, tu vois, il y a un diplôme universitaire à l'université de Lille qu'on va suivre, qui est fait par Simon d'Aragon, tu vois, je pense qu'il est peut-être passé chez toi aussi. Sur la fiscalité. Donc je pense qu'il faut pas avoir de barrière sur se dire qu'est-ce que je peux acheter comme bouquin ou quoi. Tu peux même te former à distance. C'est super intéressant, je pense aussi. Et c'est souvent peut-être un peu oublié. Les formations présentielles. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation aussi. Et donc du coup, essayer de comprendre un peu les difficultés que ces personnes-là aussi ont rencontrées, quelles solutions elles ont trouvées, et tout ça. Donc ça peut être super intéressant. Yes. Non, c'est cool ça. C'est cool que il m'en avait parlé, Simon, à ce moment-là de sa formation. Je crois que c'est la première d'ailleurs en France sur le sujet. Ouais. Et donc, je crois aussi. Du coup, on démarre en mois de septembre. Ah, super. C'est bon. Première promo, c'est toujours la meilleure. Bon, c'est cool. Où est-ce que les gens peuvent vous retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation avec vous? Sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, ça sera facile. Et puis après, sur Insta, on a un compte Nuggetsimo, où on poste un peu, l'avancée des chantiers, les biens à vendre. Donc, non. Pas de souci, avec plaisir d'échanger avec tout le monde. Ok. Bon, super. Je mettrai tous les liens dans l'épisode, dans les liens de l'épisode. Je pense que mon audience m'en voudrait si je vous pose pas la question pourquoi Nuggets Imo. Ça vient d'où ce mot? Ouais. Vas-y. Ouais. Nuggets, parce qu'en anglais, ça veut dire pépites. Donc, c'est les pépites. C'était pas tout de suite ce qui était. C'est pas les nuggets. Exactement. C'était pas l'image que j'avais qui est tout de suite montée vers moi. Mais d'accord, maintenant je comprends. Ok. Ouais. Mais tu sais que du coup, tout le monde nous pose la question. Donc t'as bien fait de nous la poser. Mais du coup, ce nom qui peut paraître un peu rigolo, en fait, les gens s'en souviennent. Même si c'est pas le meilleur nom du monde, en tout cas, il marque les gens parce qu'ils comprennent pas quel rapport entre l'immobilier et la bouffe, tu vois. Mais on dit non, c'est pas ça, ça va pas. Ouais, ça fait parler, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est cool. Bon, c'est cool, Liliane, Xavier, merci beaucoup. J'ai hâte de comprendre, de vous continuer à vous suivre. Il y a plein de trucs encore. On pourra faire un épisode dans 2 ans. Vous aurez changé, je pense. Ça va bien décoller. Super. Et à avec très plaisir. Bientôt. Ouais. Et puis merci pour tout ce que tu fais pour les investisseurs, c'est super cool. De rien. Merci à toi. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.